Seconde partie sur la censure, mais cette fois à travers l'adaptation animée. Et pourtant, dans les années 80, la violence était beaucoup plus rude, même s'il ne faut jamais sous-estimer les heures de programmation qui jouent beaucoup. Et ça, on va pas se le cacher, mais les mangas de Masami Kurumada ne sont pas avares en violence. Pour ce qui nous intéresse autour de Saint Seiya, l'anime s'est refusé plusieurs fois d'adapter quelques scènes à l'identique pour ne pas trop choquer. Déjà, ce qui pourra étonner, c'est le premier chapitre. Marine nous indique à quel point Cassius est violent. Il mutile et décapite ses adversaires et collectionne les têtes de ses victimes. Alors, fait amusant, mais si on observe le manga, eh bien presque toutes les décapitations du manga sont factices et sont souvent des illusions. Ce passage n'a pas été adapté, mais l'anime a néanmoins conservé cette scène emblématique de Seiya qui coupe l'oreille de Cassius. Pour bien souligner la violence psychologique qu'inflige Iki à travers le phénix Genmaken, Masami Kurumada n'y va pas de main morte. L'illusion que subit Nachi voit ses membres coupés, puis il est éviscéré et décapité, suite à la violence du coup de poing reçu. Alors que l'anime ne se contente de lui faire perdre sa clause, ce qui en soi est malin de la part de l'adaptation qui avait largement mis en valeur celle-ci juste avant en montrant Nachi revêtir fièrement les pièces composant sa clause. Alors que Shiryu rencontre Mu, Seiya fait un cauchemar à ce sujet. Dans l'anime, il est insinué que Mu s'en prend à Shiryu, et cela s'arrête là. Tandis que dans le manga, Seiya voit dans son rêve Shiryu décapité par Mu qui en profite pour mettre le sang de sa tête de Shiryu sur les armures mortes. Faut pas gâcher de sang. Plus tard, nous avons la défaite du Black Cygnus, ou du Black Swan si vous préférez. Celui-ci est contraint de s'arracher l'œil pour l'envoyer à Iki, l'attaque secrète de Yoga étant gravée dans sa rétine. La scène étant particulièrement gore, l'anime choisira d'utiliser l'emblème du cygne à la place. On comprend l'idée car voir un personnage s'automutiler, c'est assez délicat quand même, à moins de s'appeler Piccolo et de se faire repousser son membre tout de suite après. On peut souligner que le combat entre Yoga et Iki est bien plus violent, le sang coule à flot. De même, en manga, Seiya assène un coup très sanglant et profond au niveau du thorax d'Iki lors de leur combat, tandis que dans le manga, c'est superficiel. Les coups de poing qui rentrent dans le thorax sans transpercer complètement le corps, c'est une marque de fabrique très kurumadienne et souvent réservée à Iki. C'est marrant, mais ça ne tue pas forcément les héros, même en plein cœur. Encore avec Iki, décidément, l'illusion de Capella est sensiblement différente. Toutefois, dans les deux cas, la violence, elle est là. À la différence du manga, Capella a vraiment les bras tranchés par ses disques, alors que c'est juste une illusion fatale dans le manga. D'ailleurs, Capella se fait franchement sectionner les avant-bras, et pas que les mains, et de façon barbare. Dans l'illusion du manga, il finit coupé en deux. L'anime nous montre un des épisodes les plus violents sur ce combat, mais le sang édulcoré et la chute de la tête d'Iki est moins impressionnante et non sanglante comme dans le manga. Le film 4 reprendra la décapitation sanglante de l'illusion d'Iki pour ce film, plus trash que la moyenne. Lors du combat face à Deathmask, les innocents tués par le Gold Saint ressurgissent. La manière dont ils sont dessinés sont très différents de l'adaptation animée. Les visages y sont même sensiblement plus effrayants dans le manga. Bien après, dans la Maison du Lion, Cassius affronte brièvement Aeolia. Si l'anime lui octroie une vaillante résistance, le manga est plus cruel à l'égard du colosse. Afin qu'Aeolia retrouve ses esprits, Cassius choisit de se donner la mort en se transperçant l'abdomen de par ses propres poings. Peu avant cela, Cassius indique à Shun et Shiryu que Seiya est probablement déjà mort. À ce moment-là, apparaît le corps de Seiya ravagé par les coups dévastateurs d'un lion enragé sous l'emprise du grand pop. A noter que Aeolia attaque Seiya qui est convalescent à l'hôpital. Le manga se lâche et fait énormément saigner Seiya qui s'éclate contre les murs de l'hôpital sans armure. L'anime sera largement plus doux.
Pour les combats de Shiryu, le staff de l'anime a eu exceptionnellement envie d'exacerber la violence plus que dans le manga. On ne sait pas pourquoi, mais ça saigne beaucoup avec lui déjà dans le manga, mais encore plus dans l'anime des années 80. Exemple avec le combat contre Black Dragon, où Shiryu décore le sol de son sang. L'anime ira beaucoup plus loin sur le combat de Shura où Shiryu lui coupe son bras, chose absente dans le manga. Le corps de Shiryu tente même de coincer le bras de Shura qui s'enfonce dans le corps avec un bruitage assez gore. Chose qui n'apparaît pas dans le manga. Il n'est pas exclu de penser que Masami Kurumada s'inspirera de ce déroulement inédit lorsque Shiryu fera face à Krishna. A noter que des références à Octonoken sont faites via le personnage de Shiryu dans l'adaptation gore animée, et cela n'est pas présent dans le manga. Quand Shiryu est sauvé par le Black Dragon, le doigt s'enfonce de façon impressionnante dans son corps, comme dans un gâteau de la même façon que Shin face à Ken, alors que cela n'est pas le cas dans le manga. De même, la scène où Shura enfonce son bras dans le corps de Shiryu n'est pas sans rappeler le final du combat de Juda face à Rei de Octonoken, où le bras de Rei est coincé dans l'épaule de Juda. Une violence exacerbée en animé pour ce pauvre Shiryu, en référence à Octonoken. Le déroulement étant très différent, on ne peut pas parler de censure volontaire, mais le combat entre Saga et Ikki est différent. La terrible illusion de Saga face au sein du phénix restera dans les mémoires, puisqu'elle voit Ikki s'automutiler le bras avant de décapiter Seiya. Honnêtement, si l'anime avait dû adapter à la ligne près la fin du sanctuaire, je ne pense pas que ce passage aurait été conservé tel quel. Que ce soit en animé ou en manga, la suite du sanctuaire est plus douce et beaucoup moins sanglante sur les chapitres Asgard et Poséidon, comme si Kurumada et le staff ne voyaient plus d'intérêt à nous submerger d'images sanglantes. Dans Poséidon, le combat contre Krishna respecte bien le déroulement du manga, mais Shiryu saigne de façon beaucoup moins impressionnante. On notera aussi le sacrifice de Kanon pour protéger Athéna face au trident de Poséidon. C'est très sanglant et impressionnant en manga, alors que l'équivalent avec Seiya en animé ne présente strictement aucune goutte de sang. Avec le chapitre Hadès, Kurumada ne pouvait pas y aller à moitié. La mort de Niobe face à Aldébaran est une vraie référence à Octonoken. Aldébaran, avec son casque et son physique qui le font ressembler à Rao, nous fait le coup du coup à retardement avec Mu qui balance « Tu es déjà mort » à Niobe. Le corps vole en éclats et en plein de morceaux sanguignolants dans le manga, et c'est très trash. L'anime a utilisé le subterfuge que Toei utilisait avec Octonoken, et l'explosion du corps de Niobe est faite avec les ombres chinoises. Rune ou Lune est sous l'emprise de l'illusion de Kanon et croit décapiter la tête de Shun dans le manga. Dans les OAV, il s'agit de l'âme d'Hadès représentée et on ne voit plus le corps de Shun décapité en plusieurs morceaux. Cette censure est assez dommageable car d'une part, il s'agit d'une série d'OAV, format où la violence est plus facile à retranscrire car ne passant pas directement à la télévision. Par ailleurs, la scène où Rune pris dans un élan de panique perd beaucoup de sang car ce dernier porte en réalité son casque, eh bien c'est difficile à retranscrire, une censure qui a réellement dû être problématique à flouter pour l'équipe de cet épisode. À moindre mesure, la manière dont est tué Marquino est bien moins sanglante et explicite car pas vraiment à l'écran. La scène du pet de Seiya fut retirée et honnêtement ce n'est pas plus mal. Dans le passage avec Pharao, les morts se font dévorer par le Cerbère et sont clairement mâchés et déchiquetés en petits morceaux dans le manga, alors que l'anime est moins explicite. Nous avons une autre censure sur les OAV du Mekai via le pouvoir de Pharao. En effet, le cœur est supposé sortir du cœur de Seiya. Or, ce passage fut tout simplement supprimé. En effet, Orphée intervient peu avant que le corps de Seiya ne s'extirpe de son corps. Une scène assez rude dans le manga qui poserait beaucoup de soucis aujourd'hui est la baffe que se prend Pandore dans le manga. Puis Ikki qui, pour bien faire comprendre ses intentions, retourne la hallebarde contre elle et la plante entre ses jambes. La scène fut totalement remaniée pendant la défaite de Pandore, légèrement moins humiliante.
Dans le manga, après que Kanon ait envoyé son armure auprès de son frère et se retrouve donc sans protection, les coups que lui porte Radamante rouvrent les blessures infligées plus tôt par Milo, et le sang pisse abondamment. Dans l'anime, le sang a été remplacé par des espèces de faisceaux lumineux violets du plus mauvais goût. Avant de passer à la prochaine scène modifiée, quand on regarde de plus près l'adaptation animée de Saint Seiya, il y a quelque chose qui frappe, ce sont les scènes de décapitation qui sautent immanquablement. On parle de Nachi tout à l'heure, mais même si la scène n'existe pas en animé, on peut souligner celle où Sorrento croit décapiter Aldébaran. Il en est de même pour Queen de l'Alrone qui pense à son tour décapiter Shiryu. Intéressant, Kurumada aime laisser le corps de ses personnages en bon état lorsqu'ils décèdent. Enfin, Thanatos utilise sa meilleure technique face à Ikki. À ce moment-là, on croit voir le corps de ce dernier totalement disloqué par la terrible providence du dieu qui commande la mort. Dans l'anime, le corps d'Ikki est uniquement terrassé par ce coup. Pour finir, le dernier épisode d'Elysion devait nous montrer un Seiya qui saigne du ventre et surtout de sa poitrine après s'être pris l'épée dans le cœur. Mais comme face à Poséidon, l'anime a censuré tout le sang. Saint Seiya a été une œuvre culte assez sanglante dans les années 80 et l'adaptation d'Hadès dans les années 2000 a beaucoup édulcoré, mais on ne s'en rendait pas vraiment compte sans connaître le manga, qu'un premier travail de censure avait été fait pour l'anime dans les années 80. Si l'anime avait adapté sans filtre le manga, il aurait eu beaucoup plus de mal à être diffusé dans le monde et à acquérir son succès et sa notoriété actuelle. Voilà, et bien écoutez, vive Saint Seiya et moi je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!